Mars 2020. Nous sommes dans le Grand Est, en plein cœur de la première épidémie de Covid-19. Les professionnels de la santé de la région vivent un véritable cauchemar. Jean-Jacques Herbstein, médecin généraliste et auteur du livre « Je ne pouvais pas les laisser mourir », a été en première ligne. J'ai commencé à voir mourir des gens et nos salles d'attente se sont transformées en tranchées. On a vu monter en puissance l'épidémie et on a vu mourir nos premiers patients. Enfin, moi, j'ai vu mourir mes premiers patients en respectant scrupuleusement la doxa gouvernementale, ce qui est devenu, après, d'une manière un peu ironique et un peu cynique, la règle des 4D, Doliprane, dodo, domicile, décès. On ne peut pas commencer à laisser mourir les gens sans bouger le petit doigt. On est quand même des généralistes. Ça fait 25 ans que je suis installé, ça fait 25 ans que mes patients me font confiance. Je ne peux pas non plus leur dire « restez chez vous et attendez que ça se passe ». Une nuit, l'après-midi, j'ai vu une jeune patiente de 40 ans, qui avait les symptômes du Covid. Alors moi, j'ai fait le réflexe « restez chez vous, ça va pas mieux, vous m'appelez, blablabla, blablabla ». Elle m'a chopé sur Messenger en disant « je vais pas bien ». Il était minuit. J'ai dit qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, j'ai du mal à respirer. Je lui ai demandé de compter sa fréquence respiratoire, qui était au-dessus de 30. Et là, je dis, oula, c'est pas bon, c'est au-dessus de 25, il faut faire le 15. Donc faites le 15 immédiatement et vous me tenez au courant. Donc elle a fait le 15, et le retour du 15, c'était restez chez vous. Je pense qu'à ce moment-là, les services de réanimation étaient au bord de l'implosion. Alors je lui ai dit, restez chez vous, d'accord, alors des conseils, vous m'appelez si vraiment il y a quoi que ce soit qui tombe mal, mais je viens vous voir demain. Et le lendemain, je suis allé la voir, je lui ai prescrit la prise en charge théorique à laquelle on avait pensé. Il y avait 4 trucs, il y avait l'azithromycine, un anticoagulant parce qu'on commençait à savoir qu'il y avait des cailloux qui pouvaient se former, un médicament pour l'aider à respirer, et puis du zinc parce que le zinc a des propriétés antivirales. 48 heures après, plus rien, plus aucun symptôme. On dit tiens, il se passe quelque chose quoi. J'ai dû traiter 80 patients, et le constat était simple, 0 hospitalisation et 0 décès. Et mon ami Denis Gastaldi doit être à plus de 100. Enfin, on était 3 généralistes, on arrivait à pas loin de 200 patients traités par azithromycine avec des résultats qui étaient quand même drôlement encourageants. Et on a pu un décès et puis une hospitalisation. Le docteur Herbstein et ses collègues décident ensemble de publier une tribune dans l'Est républicain, un journal régional, dans le but de partager leurs observations prometteuses avec le plus grand nombre. Il y avait une urgence absolue. Enfin, les gens, ils tombaient comme un gravelotte, ça mourait quand même un petit peu. On s'est rendu compte qu'on avait peut-être une solution. Pas la solution, mais une solution qui était devant nous. Donc on a été très prudents. Très, très, très prudents. Et c'est là que les problèmes sont arrivés. Le papier sort le dimanche de Pâques. Lundi de Pâques, c'est repris par le Parisien. Le mardi matin, 8h, coup de téléphone du président du Conseil de l'Ordre. En disant « qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ?» Et le président du Conseil de l'Ordre me dit « maintenant, faites ce que vous voulez, mais vous arrêtez toute communication. » Malgré les vies sauvées, le docteur Herbstein se retrouve accusé par le Conseil de l'Ordre de ne pas avoir tenu compte des consignes gouvernementales. Le 9 juin 2020, malgré les résultats encourageants et l'efficacité observée de son protocole à base d'azithromycine et de zinc, la DGS, Direction Générale de la Santé, écrit un courrier à tous les médecins de France. Quand la DGS déconseille la prescription d'azithromycine, non seulement les prescripteurs comme nous ne comprennent pas, mais ce qui est terrible, c'est que le grand public ne comprend pas. Parce que le grand public qui a été traité par l'azithromycine avec succès, dit « mais attendez, mais qu'est-ce qu'ils nous font là ?» Et pourtant, cette décision n'est rien en comparaison de ce qui s'est passé avec l'hydroxychloroquine, une autre molécule qui va se retrouver au cœur de la plus grande polémique et pour certains du plus grand scandale scientifique du XXIe siècle. Comment expliquer cette guerre complètement folle, complètement délirante contre l'hydroxychloroquine? A-t-on oui ou non laissé mourir des gens en les privant de solutions qui auraient pu leur sauver la vie? Ils sont nombreux dans le monde médical à en être convaincus. D'autant que, comme vous allez le découvrir, plusieurs traitements naturels ont montré d'excellents résultats contre la Covid-19 sans jamais trouver le moindre relais dans les médias, ni le moindre soutien de la part des instances de santé. Pour quelles raisons? Et dans l'intérêt de qui? Quand il y a une pandémie, vu du côté de l'industrie pharmaceutique, on se dit qu'il y a toujours de l'argent à se faire parce que ça peut être des milliards d'individus touchés dans le monde. Si on trouve un médicament qu'on peut le breveter pour ça, ça peut faire des centaines de milliards de dollars de revenus.
Malheureusement, quand il y a une pandémie, il y a des gens qui réfléchissent, il faut que je sauve en urgence le malade, et d'autres, ils pensent plutôt, tiens, il faut que je m'en mette plein dans mon porte-monnaie. Le professeur Perron connaît parfaitement les dérives des sociétés pharmaceutiques. Il a été président de commission à l'Agence du médicament et au sein du Haut Conseil de la santé publique. À l'Organisation mondiale de la santé, il a exercé le rôle de vice-président du groupe d'experts sur la politique vaccinale en Europe. Le professeur Perron a donc occupé les fonctions les plus prestigieuses en infectiologie. Mais il a toujours défendu les malades contre la pensée unique médicale. En 2017 déjà, il montait au créneau pour dénoncer le scandale lié à la maladie de Lyme. En France, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de gens dans grande souffrance qui sont rejetés par le système médical, qui sont paralysés. À l'échelle de l'Europe, c'est des millions. Oui. Et pendant ce temps-là, les autorités disent tout va bien. Donc c'est un vrai scandale sanitaire. Mais c'est vrai, c'est vrai. En 2020, il publie Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise pour dénoncer notamment l'influence de l'industrie pharmaceutique dans sa tentative de diabolisation de l'hydroxychloroquine, commercialisée en France sous le nom de Plaquenil, un traitement ancien et bon marché qui a démontré très tôt une efficacité prometteuse contre le coronavirus. C'est le plus grand canular, malheureusement sinistre, de la médecine. On avait plein d'études qui montraient que ça marchait. Il y a eu une espèce de coalition internationale, à la fois de Big Pharma, des présidents des sociétés savantes qui touchent beaucoup d'argent dans l'industrie pharmaceutique, de tout un tas de groupes d'experts qui étaient bourrés de conflits d'intérêts, qui ont passé leur temps à taper sur l'hydroxychloroquine. Et pour moi, c'est un scandale absolument énorme. L'histoire est hélas régulièrement ponctuée par de nombreux scandales sanitaires qui confirment que l'industrie pharmaceutique cherche avant tout la rentabilité financière sans considération pour la santé publique, souvent avec la complicité des agences sanitaires et de leurs experts en conflit d'intérêts. Le Vioxx, anti-inflammatoire prescrit pour les douleurs liées aux maladies articulaires, aurait provoqué 160 000 crises cardiaques et attaques cérébrales et 40 000 décès rien qu'aux États-Unis. Malgré les faits, les autorités sanitaires maintiennent le Vioxx sur le marché jusqu'à son retrait en 2004. Le Vioxx aurait rapporté à son laboratoire 12,5 milliards de dollars. Le scandale du Mediator aura lui aussi contribué à révéler les dérives et l'avidité de l'industrie pharmaceutique. Entre 1976 et 2010, le laboratoire Servier commercialise ce coupe-faim dont les effets secondaires pourtant connus par le laboratoire ont coûté la vie à des milliers de patients. L'agence du médicament a fermé les yeux et ce scandale l'a conduite à changer de nom. De l'AFSAPS, elle est devenue l'ANSM. Lors de l'épidémie de grippe H1N1 en 2009, la France a dépensé plus de 100 millions d'euros pour acheter du Tamiflu, un médicament inefficace et toxique qui avait été interdit au Japon après avoir été soupçonné de causer la mort d'enfants et d'adolescents. Nouveau traitement, vaccin. Pour l'industrie pharmaceutique, le coronavirus représente une opportunité commerciale sans précédent. Alors que des laboratoires comme AbbVie ou encore Gilead tentent de positionner leurs médicaments sur le marché du coronavirus, un homme va venir chambouler les projets commerciaux de Big Pharma. Son nom, Didier Raoult. Considéré dans le monde comme un des plus grands spécialistes des maladies infectieuses, le professeur Didier Raoult dirige l'IHU Méditerranée Infection à Marseille, un pôle 100% indépendant de l'industrie pharmaceutique et au rayonnement mondial dans le domaine des maladies infectieuses. Au début de l'année 2020, le professeur Didier Raoult et son équipe de chercheurs épluchent les récentes données des scientifiques chinois qui mettent en avant l'efficacité d'un traitement à base d'hydroxychloroquine. Des études contestées bruyamment par certains experts français. Que des gens qui n'ont jamais traité une infection à coronavirus aient une opinion sur les gens qui ont 20 essais en cours et pour lesquels les éléments ont été suffisants pour que le gouvernement et tous les experts chinois, c'est des experts qui connaissent le coronavirus, pas que sur le papier, c'est leur métier, prennent une position officielle en disant maintenant il faut traiter avec de la chloroquine les infections à coronavirus, c'est déraisonnable de dire écoutez, les Chinois on s'en fiche. Là est venue la première étude de Didier Raoult, qui avait des contacts en Chine, qui connaissait tout ça, et qui a commencé à faire une étude. Au début, c'était sur 24 malades, un petit nombre de patients. Cette étude, déjà, elle montrait qu'il se passait quelque chose. Alors, elle a été contestée, 24 malades, c'est rien du tout. Après, il en a mis 80, après, il en a mis 1500, puis 3500. Et là, on a continué à dire, mais ce que fait Raoult, c'est n'importe quoi. Alors que le traitement du professeur Raoult à base d'hydroxychloroquine semble faire ses preuves sur les malades de la Covid-19, les autorités sanitaires françaises, ainsi que de nombreux experts, se montrent étrangement réticents. En France, pendant que l'utilisation de l'hydroxychloroquine divise et suscite une controverse démesurée, à l'étranger, beaucoup de pays l'utilisent, avec succès.
Très rapidement, le gouvernement italien a parfaitement réagi, les experts italiens aussi. Ils ont dit à tous les généralistes en Italie, donnez de l'hydroxychloroquine. On a vu la chute de la létalité. Au Portugal, dès le début, ils ont dit aux médecins, donnez la chloroquine. La létalité était très faible, inférieure à 5%. La Grèce, c'était magnifique, ils ont une létalité très faible, ils ont donné la chloroquine à tout le monde. Et si on sort de l'Europe, regardez le Maroc, c'est 2% de létalité. Ils ont traité tout le monde par hydroxychloroquine, azithromycine. Et pourtant, malgré ces données prometteuses, le ministre de la Santé, Olivier Véran, fait une annonce qui va faire l'effet d'une bombe auprès de tous les médecins français. Le 27 mars 2020, le gouvernement interdit aux médecins de ville de prescrire l'hydroxychloroquine. Le Haut Conseil exclut toute prescription dans la population générale ou pour des formes non sévères à ce stade, en l'absence, dit-il, de toute donnée probante. Faisons confiance à nos chercheurs. Quand l'hydroxychloroquine a été interdite, j'étais profondément choqué parce que les publications scientifiques montraient que ça marchait, l'expérience de tous les médecins montrait que ça marchait, les médecins de ville avaient commencé à l'utiliser, ça marchait. Et le décret a été rendu en urgence après un avis du Haut Conseil de la Santé publique. Moi, j'étais président de la commission maladies transmissibles, je sais comment ça marche, il y a un règlement intérieur, il y a une charte des conflits d'intérêts, rien n'a été respecté. Il n'y a pas eu de réunion de la commission, c'est un groupe d'experts où il y avait des membres du conseil ou pas qui sont réunis. C'était validé par le président sans qu'il y ait aucune réunion, aucun vote, aucune déclaration des conflits d'intérêts. Donc déjà, l'avis du Haut Conseil de la Santé publique était totalement illégal. Et le ministre s'est appuyé là-dessus pour passer un décret en urgence qui était un scandale absolu en France, c'est qu'on a laissé crever les gens. On a interdit aux médecins généralistes qui s'étaient mobilisés pour sauver les gens de traiter les gens. La France est le seul pays au monde à avoir interdit par les médecins l'utilisation de l'hydroxychloroquine, ce qui était pour moi un scandale d'État. Sur la forme, je trouve ça scandaleux. On n'a pas à empêcher un médecin de prescrire un traitement, sauf si jamais il y a des preuves dans un sens de nocivité. C'est la première fois qu'on empêche un médecin de prescrire. Mais pas n'importe quel médecin, des généralistes. Parce qu'à l'hôpital, tout le monde a fait une hydroxychloroquine. Il n'y a que nous, les généralistes, qu'on a complètement muselés. C'est un scandale très très grave sur le plan de notre santé, de notre système de santé. D'abord, on a fait pire que ça. On a même conseillé aux malades de ne pas aller voir leur médecin. C'est-à-dire que on a des gens dont c'est le métier de prendre en charge les malades tous les jours. Ça fait pour certains 30 ans qu'ils sont médecins. Et tout d'un coup, on dit à leurs malades, surtout n'allez pas voir votre médecin. Et puis ensuite, on nous explique qu'on a fait 10 ans d'études, mais qu'on n'est pas capable de déterminer si un patient peut ou ne peut pas prendre de l'hydroxychloroquine. Ça fait 30 ans qu'on le fait. C'est tellement invraisemblable. Et c'est ce contre lequel j'ai le plus lutté, c'est ce décret, qui est une ineptie totale. 90% des médecins avec lesquels j'ai pu parler de ce sujet ont le même avis que moi. Parce que ce sont pour la plupart des médecins généralistes, par ailleurs. Donc ils se sentent réellement exclus du système. On n'a pas tenu compte de l'avis des médecins, parce que les médecins généralistes, ils l'ont bien vu au début, ils ne donnaient pas l'hydroxychloroquine, ils ont envoyé beaucoup de gens en réanimation à l'hôpital. Et quand ils ont commencé à prescrire, ils n'envoyaient plus personne à l'hôpital. Ils l'ont vu. On n'a pas respecté cette expérience et ce souhait des malades. C'est une atteinte très grave à l'exercice de la médecine. L'idée que l'État se saisisse de tâches qui sont du soin usuel, si vous voulez, à la place des médecins et leur interdise de faire un certain nombre de choses qui sont banales, je ne suis pas d'accord. Et pour le dire d'ailleurs tout à fait officiellement, je suis surpris que l'Ordre des médecins ait accepté une chose pareille. Moi, si j'avais été président de l'Ordre des médecins, ce qu'à Dieu regarde, j'aurais démissionné immédiatement. Pour justifier l'interdiction de prescription de l'hydroxychloroquine, les autorités relayées par les médias avancent qu'elle pourrait être dangereuse pour les malades. Parmi les traitements mis en cause, le Plaquenil, ce médicament à base d'hydroxychloroquine, qui, couplé à un antibiotique, peut augmenter le risque d'accident cardiaque. Attention à la chloroquine, c'est l'agence du médicament qui a donc lancé une alerte cette nuit. Le médicament qui suscite beaucoup d'espoir aujourd'hui peut être mortel. Il reste un produit dangereux s'il est mal utilisé. Honnêtement, si un jour on se met à réfléchir sur l'histoire de l'hydroxychloroquine, qui est quand même l'histoire la plus fantasque que j'ai jamais entendue en médecine de ma vie. D'accord ? C'est-à-dire un médicament qui existe depuis 80 ans, qui a été prescrit peut-être à un tiers de la population du monde, qui en France est vendu à 36 millions de pilules par an, et d'un coup, il y a toute
toutes les autorités qui commencent à dire que c'est un truc épouvantable, criminel, qu'on va mourir tous d'arythmie cardiaque parce qu'on prend ce truc. C'est le truc le plus fantasque que jamais. J'ai jamais entendu parler d'un truc aussi fantasque que ça. C'est inouï. Avant la crise du coronavirus, l'hydroxychloroquine ou plaquenil avait une excellente réputation. Cette molécule figure en bonne place sur la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé. Mais c'est aussi, comme le rappelle le professeur Raoult, un médicament que l'on connaît de longue date, car c'est un dérivé de la chloroquine, utilisé depuis les années 50 par des centaines de millions de personnes dans le monde en prévention du paludisme. L'hydroxychloroquine a été donnée pendant des décennies aux personnes réputées fragiles comme les femmes enceintes, les enfants ou encore les personnes âgées. Ce médicament est si sûr qu'il était en vente libre jusqu'en janvier 2020, date à laquelle la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a décidé de lui retirer son accessibilité sans la moindre explication. Il y a déjà eu un truc qui a été curieux, c'est mi-janvier, quand Agnès Buzyn a demandé que l'hydroxychloroquine, qui était en vente libre, devienne sous prescription médicale. Ça, c'était un peu curieux. Puis, en mars 2020, l'hydroxychloroquine est devenu un médicament très dangereux, du jour au lendemain. Alors que l'hydroxychloroquine, il y a des publications qui montrent que ça marche, ça coûte pas cher. L'agence du médicament n'a pas arrêté de dire que c'était toxique. Ça donnait des problèmes cardiaques, alors que les problèmes cardiaques, ils venaient du Covid et pas du tout de l'hydroxychloroquine. Maintenant, c'est reconnu. Je pense que cette histoire d'effets secondaires ou de dangerosité de l'hydroxychloroquine est la plus belle plaisanterie médicale, scientifique, qu'on ait inventée depuis janvier 2020, depuis le début de cette pandémie. J'utilise l'hydroxychloroquine depuis 15 ans, 20 ans, et particulièrement depuis 10 ans dans les maladies infectieuses, d'autres maladies infectieuses. Je n'ai jamais eu d'accident, mais ce n'est pas une statistique. Donc je suis allé rechercher réellement ce qu'on avait comme études. Et parmi les nombreuses études que j'ai pu retrouver, j'ai vu un travail de la HAS, la Haute Autorité de Santé, de 2009, c'est pas si vieux, qui avait réétudié et réévalué l'hydroxychloroquine en tant que médicament en vente libre. Ils ont étudié ça pendant 6 mois, 100 000 prescriptions, 65% de ces prescriptions étaient faites par des médecins généralistes, ce qui prouve bien que tout le monde en prescrivait très largement. Et la conclusion, c'est médicament toujours aussi efficace et toujours aussi peu dangereux. Et on a redonné non seulement l'AMM, mais aussi l'autorisation de vente sans ordonnance, donc vente libre, en 2009 à l'hydroxychloroquine. Vous imaginez bien qu'une telle étude faite par la Haute Autorité de Santé il n'y a pas si longtemps, donc avec des moyens modernes, s'il y avait eu le moindre danger de l'hydroxychloroquine, on l'aurait vu. Ce produit, en plus, il faut savoir, l'hydroxychloroquine donc, est prescrit dans des maladies comme le lupus, les polyarthrites pendant des années. Des années. C'est pas 10 jours. Là, contre le coronavirus, il s'agissait d'un traitement de 10 jours. Donc vraiment, on s'est moqué de nous. Y a-t-il eu une forme de complot contre la chloroquine, un vieux médicament générique qui ne rapporte rien à l'industrie pharmaceutique? Ce qui s'est passé avec le scandale du Lancet nous donne peut-être la réponse. Le 22 mai 2020, l'hydroxychloroquine va se retrouver la cible d'une étude publiée dans The Lancet, l'une des plus prestigieuses revues scientifiques du monde. La revue médicale britannique a publié une vaste étude. 15 000 malades ont reçu 4 combinaisons différentes à base de ces 2 molécules, seules ou associées à un antibiotique. Et les conclusions sont très claires. Nous avons posé une question. Y a-t-il un quelconque avantage à utiliser l'un de ces traitements chez les patients hospitalisés avec un Covid-19 ? Et la réponse est un non assez concluant. Il n'y a pas une once de preuve que cela soit le cas. Conclusion de l'étude. La chloroquine et l'hydroxychloroquine ne devraient pas être utilisées en dehors des essais cliniques. Au lendemain de la publication, des décisions immédiates sont prises au plus haut niveau pour abattre l'hydroxychloroquine et torpiller les études en cours. L'Organisation mondiale de la santé suspend le traitement sous hydroxychloroquine dans son vaste essai clinique international Solidarity. En France, les 16 essais cliniques testant l'hydroxychloroquine sont suspendus à la demande de l'Agence de sécurité des médicaments. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, interdit l'utilisation d'hydroxychloroquine à l'hôpital alors que son utilisation était déjà très restreinte. Mais toutes ces mesures prises à la va-vite s'appuient en réalité sur une étude frauduleuse. Le 4 juin, The Lancet fait marche arrière et indique dans un communiqué le retrait de son étude. La revue The Lancet fait volte-face. Dans un communiqué publié jeudi soir, 3 des 4 auteurs d'une récente étude sur l'hydroxychloroquine remettent en cause sa validité.
Nous ne pouvons plus nous porter garant de la véracité des sources des données primaires. La prestigieuse revue scientifique britannique a également présenté ses profondes excuses. L'étude du Lancet, qui a fait scandale à un moment donné, qui a été retirée très rapidement, nous a beaucoup perturbés. Alors, pour moi, ce n'était pas une surprise parce que j'en ai déjà vu d'autres, des études dans d'autres domaines totalement bidonnées. On va dire que celle-là était pire que les autres parce qu'elle était tellement grossière que c'était facile à voir tout de suite. Et d'ailleurs, nous avons été très choqués qu'un ministre de la Santé, médecin, spécialiste, habitué à lire des études toute la journée quand il était à l'hôpital, prenne cette étude pour argent comptant immédiatement et prenne une décision politique et juridique avec un décret exclusivement sur cette étude, enfin déclenchée par cette étude qui était une étude totalement bidon. Les décisions précipitées d'Olivier Véran sont d'autant plus surprenantes que tout le monde sait, dans la communauté scientifique, que les études peuvent être manipulées par l'industrie pharmaceutique. Et le rédacteur en chef du Lancet lui-même a fait un pamphlet en 2016 pour dire dans mon journal ça va pas du tout, c'est infiltré par l'industrie, on publie des articles qui sont complètement faux. Le patron du Lancet, Horton, a dit maintenant on va plus pouvoir publier des données de recherche clinique parce que les laboratoires pharmaceutiques aujourd'hui sont tellement forts financièrement et arrivent à avoir de telles méthodologies pour nous faire accepter des papiers qui, apparemment méthodologiquement, sont parfaits, mais qui, au fond, font dire ce qu'ils veulent à cela. C'est très très grave. Le scandale du Lancet est ahurissant. Mais il y a un autre scandale énorme, cette fois franco-français, qui éclabousse les études sur l'hydroxychloroquine. Dès la fin du mois de mars, la France a lancé une grande étude nommée Discovery pour identifier les médicaments qui marchent contre la Covid. On a le protocole Discovery, auquel on croit beaucoup et qui est très important, qui est un protocole européen, avec, vous le savez, plusieurs branches. Il y en a une sur la fameuse hydroxychloroquine et azithromycine. Il y en a aussi sur le remdesivir et plusieurs autres protocoles de traitement. On aura des résultats le 14 mai. Finalement, après des mois d'attente, des résultats partiels sont tombés en septembre. Et ils sont saisissants. Dans Discovery, le groupe de malades ayant reçu de l'hydroxychloroquine a connu 31% de morts de moins que le groupe qui n'a pas reçu de médicaments. L'étude montre également une réduction de 17% de la sévérité des symptômes. C'est très encourageant pour ce médicament. Toutefois, il faut préciser que ces résultats ne sont pas significatifs sur le plan statistique, car le nombre de patients n'est pas assez élevé. Cela veut dire qu'il fallait intégrer plus de patients pour confirmer ce bon résultat. Mais ce n'est pas ce qu'ont décidé les responsables français de l'étude. Au contraire, à la mi-juin, ils ont décidé de l'arrêter, rendant statistiquement contestables des résultats pourtant favorables à l'hydroxychloroquine. Et il s'est passé exactement la même chose au CHU d'Angers, où l'hydroxychloroquine était testée contre placebo. L'étude e-Covid a été arrêtée brutalement alors que l'hydroxychloroquine était en train de montrer une diminution de la mortalité de 46%. Là encore, le résultat n'est pas significatif statistiquement, faute de patients en nombre suffisant. Mais avec un tel signal positif, une mortalité divisée par 2, il y avait toutes les raisons de continuer l'étude plutôt que de l'arrêter en cours de route. Je voudrais bien que des journalistes d'investigation interrogent les gens responsables de ces essais pour leur dire mais comment se fait-il que vous les ayez arrêtés ? Quel est le rationnel scientifique de l'arrêt d'un traitement qui a été mis en cours, qui est officiel, que vous l'arrêtez prématurément alors que vous n'avez qu'une partie de ce que vous aviez prévu de faire et que les résultats préliminaires sont à faveur de l'hydroxychloroquine. Ça, c'est une question intéressante. Cette affaire est d'autant plus troublante que, par comparaison, un autre médicament a bénéficié d'un traitement très différent. Il s'agit du remdesivir, un médicament à 2 000 € la dose, fabriqué par le laboratoire Gilead. En septembre 2020, le professeur Yazdan Pana, principal architecte de Discovery, est auditionné au Sénat. En ce qui concerne le remdesivir, nous, pour l'instant, on n'a aucune preuve sur l'efficacité de ce traitement. Il y a eu 4 essais cliniques internationaux sur remdesivir. Pour nous, il n'y a aucun qui nous montre vraiment que ce traitement est efficace. Donc on considère qu'il faut continuer à évaluer ces traitements. Malgré l'accumulation d'études défavorables, le professeur Yazdan Pana veut donc continuer l'essai Discovery sur le remdesivir, alors qu'il a été décidé d'arrêter l'essai sur l'hydroxychloroquine au moment où elle semblait diminuer la mortalité de 31%. Alors pourquoi un tel 2 poids 2 mesures ? Ce médicament, le remdesivir, serait-il une clé d'explication du scandale autour de l'hydroxychloroquine ?
C'est la piste clairement évoquée par le professeur Raoult, auditionné au Sénat en juin 2020. Moi, je vous recommande de faire une véritable enquête sur Gilead et le Remdesivir. Voilà. Si vous regardez la structure de Gilead, vous comprendrez que c'est quelque chose qui ne fonctionne qu'avec très très peu de produits, très peu de personnel et une influence considérable. Ce qui s'est passé dans les semaines suivant cette audition va définitivement donner raison au professeur Raoult. En juillet, à la surprise générale, le Remdesivir obtient de l'Union européenne et de la France une autorisation temporaire de mise sur le marché. C'était plus qu'étonnant car il n'existait alors aucune preuve de son efficacité et il y avait des signaux très clairs de sa toxicité sur les reins et sur le foie. Il donne des insuffisances rénales potentiellement graves chez des gens qui sont, je vous rappelle que ceux qui sont vraiment malades sont souvent des gens fragiles, âgés, ils ont un rein déjà fatigué, et en plus la maladie, le virus, attaque le rein, puisque vous savez qu'en dehors des poumons, il attaque le cœur et le rein. Donc, on est face à un virus qui attaque le rein chez des gens qui ont déjà un rein fragile, et on leur donne un médicament qui donne des insuffisances rénales. Est-ce raisonnable? Le Remdesivir, déjà, c'est un traitement cher, lourd, hospitalier, bourré d'effets indésirables. C'est un médicament cher, injectable, réservé à l'hôpital. C'est un antiviral, donc il ne peut marcher que dans la première phase de la maladie. Quand vous êtes hospitalisé et que vous commencez à être en soins intensifs ou au moins sous oxygène et que vous commencez à avoir des insuffisances respiratoires, c'est fini, il ne marche plus. Il faut le donner beaucoup plus tôt, comme l'hydroxychloroquine. Sauf qu'on ne l'a pas en ville puisque c'est un médicament hospitalier. Donc c'est doublement absurde parce qu'on met en avant un médicament qui est à usage exclusivement hospitalier pour des malades qu'il faut traiter avant qu'ils arrivent à l'hôpital. En face, vous avez l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, on la connaît depuis 30 ans. On connaît tous ses effets secondaires, on n'a aucune inconnue sur cette molécule, et elle coûte 4 €. Vous êtes ministre de la Santé, vous décidez d'essayer lequel? Celui que vous ne connaissez pas, qui vaut entre 2 000 et 4 000 €, celui que vous connaissez parfaitement et qui vaut 4 €. Voilà ce que je pense du Remdesivir. Quand l'ANSM a accordé au Remdesivir l'autorisation donc de provisoire de mise sur le marché, une ATU, eh bien, 2 jours plus tard, le Haut Conseil de santé publique, lui, au terme de ces débats qui sont publics, et on a les transcriptions, disait que c'était inefficace, cher, et qu'aucune preuve de l'efficacité clinique n'avait été apportée. Donc comment est-ce que l'ANSM a pu accorder une autorisation avec, le texte dit, une présomption forte d'efficacité, là où les experts, 2 jours plus tard, diront que c'est notoirement inefficace. Et en un temps record, je ne sais pas, en 2 semaines, c'était autorisé à l'Agence du médicament américaine, en un temps record à l'Agence du médicament européenne, en un temps record à l'Agence du médicament française. Ils ont une autorisation de mise sur le marché. Mais c'est un scandale énorme. Ce scandale énorme devient encore plus criant à l'automne. Le 8 octobre 2020, la Commission européenne signe l'achat de 500 000 doses de Remdesivir avec le laboratoire Gilead. À plus de 2 000 € le traitement, c'est un contrat à plus d'1 milliard d'euros pour un médicament qui n'a jamais fait la preuve de son efficacité. Plus grave encore, quelques jours après ce méga contrat, l'Organisation mondiale de la santé publie les résultats de son grand essai Solidarity. Les conclusions sont claires et définitives. Le Remdesivir ne sauve pas la moindre vie et n'accélère pas la guérison des malades. Ces conclusions définitives n'ont pas empêché l'Union européenne de signer un contrat à 1 milliard d'euros pour ce médicament. Et dans la foulée de ce contrat, le Remdesivir est distribué largement dans les hôpitaux français. Juste après que tout le monde se soit mis d'accord sur le fait que le Remdesivir ne sert à rien, eh bien, on reçoit du ministère de la Santé, du directeur général de la Santé, une lettre qui nous dit maintenant, vous pouvez utiliser le Remdesivir quand vous voulez, c'est gratuit, on en a tant que vous voulez. Vous pouvez donc mettre des perfusions pendant 10 jours avec un produit qui ne sert à rien et qu'on a acheté. Mais vous n'avez pas le droit d'utiliser l'hydroxychloroquine, qui est un médicament que 2 milliards de personnes ont pris dans leur vie et qui n'a pas donné d'effets secondaires, à part essentiellement des problèmes oculaires quand on prend ça pendant plus d'1 an. Donc, si vous voulez, il y a quand même là un problème de fond. C'est particulièrement choquant parce qu'au même moment, l'Agence du médicament a refusé à nouveau d'autoriser l'hydroxychloroquine en France. Ce refus d'autoriser l'hydroxychloroquine est d'autant plus choquant qu'à la fin du mois d'octobre, les preuves scientifiques sont désormais massivement favorables à ce traitement. Sur 136 études réalisées sur ce médicament, les 3/4 concluent à son efficacité contre la Covid-19. Et quand l'hydroxychloroquine est donnée suffisamment tôt, comme le recommande le professeur Raoult, elle montre une efficacité dans 100% des études publiées.
C'est pour cela que de très nombreux pays utilisent et recommandent ce médicament dans le monde entier. À l'automne 2020, 3 des plus grandes nations de la médecine recommandent officiellement l'hydroxychloroquine. La Chine, qui a inclus la chloroquine dans sa liste officielle des médicaments contre la Covid. La Russie, qui recommande l'hydroxychloroquine en traitement précoce. Et l'Inde, qui la recommande aussi à la fois en prévention et en traitement de la Covid-19. Si on regarde les pays où la létalité était la plus forte, c'est les pays les plus riches et soi-disant les plus avancés sur le plan économique, que ce soit la France, la Grande-Bretagne, la Belgique. Et on s'aperçoit que ce sont les pays qui sont le plus sous l'influence de l'industrie pharmaceutique. Et ça, c'est dramatique, alors que les pays soi-disant plus pauvres, qui n'avaient pas trop les moyens, s'en sont extrêmement bien sortis avec des médicaments pas chers comme l'hydroxychloroquine. Face à toutes ces preuves, le refus de l'Agence du médicament d'autoriser l'hydroxychloroquine est difficilement compréhensible. Nous saisissons le parquet parce que nous pensons, nous craignons qu'effectivement nous soyons au cœur d'un scandale. De fait, pour imposer le remdesivir, Gilead a sorti en coulisses l'artillerie lourde, et ce, dès le début de l'épidémie. Lors de son audition au Sénat en juin 2020, le professeur Raoult dénonçait déjà des méthodes peu orthodoxes. Je vous le rappelle, moi, quand j'ai commencé à parler pour la première fois de la chloroquine, il y a quelqu'un qui m'a menacé à plusieurs reprises, de manière anonyme. J'ai porté plainte et j'ai fini par trouver que c'était celui qui avait reçu le plus d'argent de Gilead depuis 6 ans. Quand même. D'accord ? Donc, si vous voulez, j'ai une expérience personnelle, d'accord, de fonctionnement qui ne me paraissent pas normaux. Peut-être que c'est une coïncidence, mais c'est pas sûr parce qu'il m'interdisait de parler de la chloroquine, d'accord ? J'ai les mails, j'ai porté plainte officiellement à la police, on sait qui c'est. Ce que révèle le professeur n'est pas un cas isolé, car la plupart des experts infectiologues français ont des liens d'intérêt avec le laboratoire Gilead. Le journal Science et Avenir en a calculé le nombre exact. 85% des spécialistes français les plus reconnus des maladies infectieuses ont touché de l'argent de Gilead Sciences. Au total, Gilead a versé 18,5 millions d'euros aux professionnels de santé en France depuis 2013. En coulisses, les enjeux financiers sont immenses. L'évolution du cours en bourse de Gilead étant directement liée à la question de l'efficacité ou non de l'hydroxychloroquine et donc en partie aux déclarations du professeur Raoult. Gilead est une société qui est cotée à peu près à 100 milliards de dollars. Nous pouvons remarquer sur ce graphique qui est le cours de bourse que son action a monté de façon assez spectaculaire avec le début de la pandémie. Cela a donné une augmentation de la valorisation de cette entreprise d'environ 30 milliards de dollars. Et on peut voir que cette augmentation est très très fluctuante. Donc il est tout à fait normal effectivement qu'à chaque nouvelle information, comme le début des tests, des essais cliniques qui montrent que le remdesivir est prometteur, que cette action monte. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit que les baisses de ce cours de bourse semblent expliquées par la promotion de l'IHU, de l'hydroxychloroquine, donc un traitement concurrent du remdesivir. Mais nous pouvons voir que ces fluctuations sont quand même importantes et représentent en quelques jours environ des fluctuations de 10 milliards de dollars. Au regard des milliards qui se jouent dans l'économie boursière, le laboratoire Gilead compte bien sur ses nombreux experts avec lesquels il entretient des liens d'intérêt. L'hydroxychloroquine que défend le professeur Raoult, vous pas, vous restez sur vos positions ? Je pense que maintenant la question est réglée. C'est le cas en particulier du professeur Karine Lacombe, qui s'est positionnée sur tous les plateaux de télévision contre l'hydroxychloroquine. Karine Lacombe a reçu plus de 200 000 euros des laboratoires pharmaceutiques, dont 28 000 du laboratoire Gilead. Dès le départ, avant même d'avoir les résultats de Discovery, elle annonçait l'inefficacité de l'hydroxychloroquine. Grâce à Didier Raoult, et on le remerciera pour ça, on a mis en place beaucoup plus rapidement que prévu les essais qu'il fallait et on montrera que la chloroquine ne marche pas, en revanche, que d'autres marchent. Tous ces experts qu'on a pu voir continuellement sur les chaînes d'information n'ont jamais déclaré leur lien d'intérêt ni leur conflit. Normalement, ils auraient dû se retirer, mais ni même les médias n'ont fait ce travail pour expliquer aux téléspectateurs, finalement, quels étaient les liens des personnes qui se prétendaient experts. Mais peut-on avoir aujourd'hui un expert qui ne travaille pas pour un laboratoire ? Parce que les laboratoires font systématiquement travailler les experts les plus connus. On a beaucoup critiqué les experts qui ont reçu de l'argent des laboratoires, de Gilead entre autres, mais de tous. Est-ce que vraiment ça les a influencés ? Je ne sais pas. Je ne me permettrai pas de faire de procès d'intention. Mais il faut un contre-pouvoir. Et aujourd'hui, on a vu, avec cette crise du coronavirus, que le contre-pouvoir n'existait pas. On a vu que
tout le monde allait dans le sens du plus riche, tout le monde allait dans le sens du médicament qui va rapporter le plus. Et c'est ça qui est gênant. Et on dit, alors à qui on doit faire confiance? L'influence de Gilead s'exerce aussi au plus haut niveau. Même nos décideurs ont été trompés, comme l'a confié un grand infectiologue au journal Marianne. Gilead a atteint un tel pouvoir qu'il peut compter sur certains grands professeurs pour faire office de lobbyiste officieux. Ce qui a fait que le remdesivir s'est retrouvé en haut de l'affiche sans aucune preuve de son efficacité. La plupart des experts qui ont conseillé le président de la République ont eu des liens d'intérêt avec Gilead. C'est le cas en particulier du professeur Yazdan Pana, le pape de l'étude Discovery. Ce chercheur a siégé au moins 10 fois au bord de Gilead entre 2013 et 2015. Devant les députés, le professeur Raoult n'a pas caché sa surprise en découvrant l'intimité du responsable de l'étude Discovery avec le directeur de Gilead. Moi, j'ai été surpris de voir que le directeur de Gilead, devant le président de la République et devant le ministre, tutoyait celui qui était en charge des essais thérapeutiques en France pour le Covid-19, quand même. Moi, j'ai pas l'habitude de me faire tutoyer par le directeur de l'industrie pharmaceutique. S'il le faisait, d'ailleurs, je leur répondrais en leur vouvoyant. Je le ferais pas. Bruno Ohen, l'autre grand expert de Discovery, était membre du groupe de travail français qui s'est exprimé le 5 mars 2020 en faveur du remdesivir. Bruno Ohen a reçu pas moins de 52 000 € de Gilead en avantages, rémunération et contrats d'expertise. Même le président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, a pris part une fois au conseil de Gilead en 2013. Plus inquiétant encore, Christian Chidiac, président de la commission qui a conseillé le président de la République sur les traitements contre le coronavirus, a siégé plusieurs fois au bord de Gilead. Selon le professeur Raoult, c'est cet homme qui a influé pour que le Premier ministre empêche les médecins hospitaliers de prescrire librement l'hydroxychloroquine aux malades de la Covid-19. Ce qui est en train de sauter aux yeux de la population, c'est qu'à propos de l'hydroxychloroquine, on est en train de dévoiler au grand jour toutes les magouilles de l'industrie pharmaceutique pour promouvoir des médicaments très chers et pouvoir occuper les marchés. En effet, pendant que l'hydroxychloroquine était diabolisée, d'autres molécules efficaces ont été purement et simplement ignorées. C'est le cas de vieux médicaments qui ne sont plus sous brevet, comme la colchicine, l'ivermectine et la fluvoxamine. Tous les trois ont fait la preuve de leur efficacité contre la Covid-19 dans des études contrôlées contre placebo, et pourtant les autorités et les médias restent silencieux, comme s'il n'y avait pas de place dans notre système médical pour les molécules qui ne rapportent plus rien aux laboratoires. Si vous dites maintenant, alors qu'on dépense des centaines et des centaines de millions pour trouver de nouvelles molécules, que vous savez, il suffit de recycler des molécules anciennes qui sont génériquées et qui ne coûtent rien, vous sciez toute une branche de la science qui s'est développée depuis 20 ans. Et donc, vous avez les plus grandes difficultés à trouver des gens qui regardent ça avec un œil favorable. Tout ça heurte à la fois un modèle économique, pas que des intérêts. Comment on développe une molécule qui n'est plus rentable? On ne sait pas le faire dans notre monde. Parmi les victimes de ce modèle économique, il n'y a pas que les vieux médicaments génériqués. Il y a aussi et surtout les molécules naturelles, comme les vitamines, les minéraux ou les plantes médicinales, dont l'efficacité peut pourtant être extraordinaire, sans le moindre effet indésirable. C'est le cas en particulier de la vitamine D, considérée par de nombreux scientifiques comme la vitamine de la décennie. Peu coûteuse, facile à prendre et sans effet secondaire, la vitamine D est au cœur de plus d'une quarantaine d'études scientifiques concluant à des résultats si spectaculaires pour lutter contre la Covid qu'on pourrait ne pas le croire. Comme vous allez le découvrir, la vitamine D en prévention permettrait de réduire de moitié le nombre d'infections au coronavirus. Mais ce n'est pas tout. La vitamine D en traitement aurait pu sauver la vie de milliers de malades hospitalisés. Professeur de médecine, de physiologie, de biophysique et de médecine nucléaire, le professeur Michael Olick est l'un des plus grands experts de la vitamine D dans le monde. Il est à l'origine de plusieurs études portant sur l'action de la vitamine D contre le coronavirus. Le professeur Olick nous a reçus pour partager avec nous les résultats saisissants de ses recherches et les découvertes récentes autour de la vitamine D. Nos connaissances à propos de la vitamine D ont été bouleversées ces 10 dernières années. Si son rôle est crucial pour la santé des os et le métabolisme du calcium, il l'est aussi pour de nombreuses autres fonctions biologiques, notamment la réduction des risques de maladies telles que les cancers communs, les maladies auto-immunes graves comme la sclérose en plaques, l'arthrite rhumatoïde, le diabète de type 1
mais aussi les maladies infectieuses, y compris, selon nous, la pandémie de Covid-19, mais aussi les risques de maladies cardiovasculaires, de maladies d'Alzheimer, de dépression, et la liste est encore longue. De nombreuses études ont décrit comment la vitamine D agit sur le système immunitaire. Nous avons pu observer qu'une simple prise de vitamine D permet d'agir sur 291 gènes régulant la fonction immunitaire, la mortalité cellulaire et toute une série de processus biologiques. Une de nos études a donné des résultats incroyables. Donner à une personne 600 unités de vitamine D par jour permettait de réguler 150 à 200 gènes du système immunitaire. Mais avec 4000 unités par jour, ce chiffre passait à environ 300 à 400 gènes et à plus de 1000 avec 10 000 unités par jour. C'est ce rôle majeur pour la santé et le bien-être général qui explique l'intérêt qu'elle suscite dans le monde entier. Au début de l'année 2020, lorsque l'épidémie s'abat sur le monde, le professeur Olick est convaincu que la vitamine D pourrait avoir un impact contre le coronavirus. Lorsque tout a commencé en février dernier, j'étais en Argentine pour une partie de pêche et j'ai attrapé le dernier vol pour rentrer. J'ai aussitôt écrit à mon hôpital et à d'autres personnes concernées en expliquant que cette pandémie pouvait certainement être combattue en augmentant les apports en vitamine D dans la population. De nombreuses études, dont les données de l'enquête nationale de santé américaine, ont montré qu'une amélioration du taux de vitamine D réduit les risques d'infection des voies respiratoires supérieures, dont la grippe et plusieurs virus du rhume, comme les adénovirus et les coronavirus. Nous connaissons le rôle très important de la vitamine D pour le bon fonctionnement du système immunitaire et la régulation de l'activité des cytokines. Or, l'une des principales complications de la Covid-19 est justement ce qu'on appelle l'orage cytokinique, à l'origine de nombreuses complications et de décès liés à cette infection. Il n'est donc pas surprenant qu'une amélioration du taux en vitamine D puisse contribuer à combattre cette maladie virale. Le professeur Olick n'est pas le seul à comprendre immédiatement l'intérêt exceptionnel de la vitamine D pour lutter contre la Covid. La vitamine D est absolument essentielle. Ça réduit, ça a été prouvé, les infections hivernales. Vous aurez des grippes moins fréquentes, moins fortes. Vous aurez moins de rhume. Vous aurez même moins de cancers. Il y a une très belle étude canadienne qui montrait que c'était 2 fois moins de cancer du sein chez les femmes qui avaient un taux de vitamine D suffisant par rapport à celles qui ont une carence en vitamine D. Là aussi, pourquoi n'a-t-on pas dit aux Français « Allez chez votre médecin, faites doser votre vitamine D ». C'est un complément alimentaire de base. S'il n'y en avait qu'un, ça serait celui-là peut-être. C'est une vitamine qui est fabriquée, qui est métabolisée par le soleil. Donc le soleil est important. Et pour que cette vitamine puisse avoir des effets positifs sur votre corps, il faudrait rester tous les jours, un quart d'heure à moitié à poil en plein soleil. Quand on n'a pas assez de vitamine D, le système immunitaire va réagir à l'excès. Et on sait que cet excès va causer des dégâts bien plus importants dans le cas du Covid-19 que ce qu'aurait infligé le virus. Et un poumon qui est trop attaqué et qui est l'objet d'un champ de bataille trop important va ne plus être fonctionnel et c'est comme ça que le patient va mourir asphyxié. Le problème du Covid, c'est un problème d'inflammation. Et lorsqu'on regarde les capacités anti-inflammatoires de la vitamine D, on devrait systématiquement le retrouver sur toute notre table au petit déjeuner. Et même, supposons que ça ne marche pas contre le coronavirus, on aura amélioré la santé des Français, on aura amélioré leurs os, on aura amélioré leur immunité, on aura réduit leur risque de cancer. Donc pourquoi ne pas l'avoir proposé au lieu de dire aux gens « rentrez chez vous, fermez les fenêtres, fermez les volets et priez pour que vous ne soyez pas malade ». En France, le 22 mai 2020, l'Académie de médecine a publié un communiqué dans lequel les académiciens affirment que la vitamine D devrait être donnée aux malades de la Covid pour atténuer la tempête inflammatoire et ses conséquences. Une information de la plus haute importance qu'aucun média ni aucune autorité sanitaire ne va pourtant relayer. Le professeur Olick décide alors de mener plusieurs études grandeur nature pour évaluer concrètement l'action de la vitamine D sur le coronavirus à différentes étapes de la maladie.
Nous avons mené une étude aux États-Unis sur 191 000 patients atteints de Covid-19 et nous avons montré qu'une carence en vitamine D augmente de 54% le risque de contracter cette maladie. Et ce, quelle que soit votre origine ethnique, votre âge ou la région où vous vivez aux États-Unis. Les résultats obtenus par le professeur Hollick sont exceptionnels. Ils sont publiés le 17 septembre 2020 dans le journal médical PLOS ONE. Mais ce n'est pas tout. Non seulement la vitamine D réduirait de moitié les infections, mais en plus elle réduirait drastiquement la gravité de la maladie. Parallèlement, nous avons mené une autre étude pour déterminer si les patients hospitalisés pour des infections sévères présentaient ou non des risques accrus de complications et de décès en cas de carence en vitamine D. Et nous avons découvert qu'au-delà de 40 ans, les personnes ayant une carence en vitamine D présentaient un risque létal à 50% supérieur et qu'elles développaient beaucoup plus de complications liées à la maladie. Le professeur Hollick parle bien d'une baisse de moitié du nombre de morts avec de bons taux de vitamine D, ce qui est un résultat exceptionnel. Cela peut paraître difficile à croire, mais ces chiffres ont été confirmés par plus de 40 études internationales. Si l'on met en regard les personnes ayant pris ou non une supplémentation en vitamine D et ayant été contaminées, et que l'on analyse l'impact de la vitamine D sur la réduction des risques de complications ou de décès et les données scientifiques publiées, eh bien, il en ressort que cette vitamine pourrait diminuer de 40 à 50% les formes sévères de l'infection et le risque létal. Je pense qu'on parle potentiellement de centaines ou de milliers de personnes qui auraient pu éviter l'hospitalisation, effectuer des séjours moins longs à l'hôpital et surtout éviter la complication ultime, à savoir la mort. Nous en concluons donc que c'est un bouclier puissant contre le risque de contracter cette maladie infectieuse grave. Une étude randomisée espagnole confirme la conclusion du professeur Hollick. Des chercheurs ont séparé en deux groupes 76 patients. Les 2 tiers ont reçu des doses importantes d'un analogue de la vitamine D3. Un tiers a reçu un simple placebo. Dans le groupe placebo, la moitié des patients est partie en réanimation. 2% seulement dans le groupe vitamine D. Mieux, tandis que 8% du groupe placebo sont décédés, on ne déplore aucun mort chez les patients du groupe vitamine D. À ce jour, on estime que 40% de la population mondiale est carencée en vitamine D. 80% en France. Parmi les plus touchés, les personnes âgées. Plusieurs études en France et dans le monde prouvent que la vitamine D réduit le risque d'infection et de décès. C'est ce qui a été observé dans un EHPAD frappé par le virus lors de la première vague. La vitamine D a protégé les malades. On a observé en fait que les résidents qui avaient été supplémentés en vitamine D récemment, en fait dans les 30 derniers jours avant l'infection, eh bien, avaient une survie qui était 90% supérieure aux résidents qui avaient reçu de la supplémentation en vitamine D plus ancienne. Je pense que les maisons de retraite devraient en prendre conscience et administrer systématiquement de la vitamine D à leurs résidents. Nous savons qu'ils sont susceptibles d'être à risque de carence en vitamine D et qu'ils courent un risque très élevé de contracter cette infection et d'en mourir. Aux États-Unis, j'ai recommandé d'administrer immédiatement 50 000 unités de vitamine D. Le message du professeur Hollick n'a toujours pas été entendu. Seule l'Angleterre a finalement décidé à l'automne 2020 de distribuer gratuitement une supplémentation en vitamine D à 2 millions de personnes âgées et vulnérables dans l'espoir de réduire leur risque de développer une forme grave de Covid-19. En France, comme dans d'autres pays, le silence des autorités est assourdissant. Quand on dit que la vitamine D peut aider à combattre cette maladie, cela soulève des interrogations. Les médecins connaissent le lien entre la vitamine D, le rachitisme et la santé osseuse, voire même peut-être l'ostéoporose chez la femme. Mais ils sortent rarement des sentiers battus. Ils ne savent pas qu'il existe une littérature impressionnante démontrant que les récepteurs de vitamine D sont présents dans le système immunitaire et qu'ils ne sont pas là pour rien.
Mais le sujet mobilise peu. Il est peu exploité par les fabricants de médicaments, par les professionnels de la santé ou par les responsables de la santé publique, qui sont censés s'occuper du bien-être de la population. J'espère donc vraiment que nos études et celles qui sont en train d'être publiées finiront par attirer l'attention. La vitamine D n'est pas le seul remède étrangement oublié face à la Covid-19. Pour se défendre efficacement contre cette maladie, notre corps a également besoin d'oligo-éléments. Parmi les plus importants, on trouve le zinc. Indispensable pour un bon fonctionnement du système immunitaire, le zinc a démontré une action incontestable pour enrayer le processus viral du coronavirus. C'est un oligo-élément qui est fondamental. Il intervient quand même dans 200 réactions chimiques dans le corps, en boostant les hormones, en boostant des enzymes. Donc c'est un truc qui est très important, le zinc. Le zinc est un métal indispensable pour que les cellules se divisent normalement. Donc s'il n'y a pas de zinc, les cellules ne savent pas se diviser, on ne sait pas renouveler les cellules. Donc le zinc est indispensable pour la cicatrisation, il est indispensable pour la régénération de l'intestin. Il est indispensable pour la réponse immunitaire. Le zinc a été considéré comme le nutriment le plus essentiel du système immunitaire et sa carence dans le monde est responsable de plusieurs centaines de milliers de morts. Le zinc, en plus, on a des études qui montrent que ça marche sur le coronavirus. Si vous donnez une certaine quantité de zinc en aigu, vous avez une meilleure défense contre le virus. Mais évidemment, vous n'allez pas attendre d'être infecté pour prendre du zinc. Mais vous avez des dizaines d'études sur l'intérêt du zinc comme stimulant immunitaire pour réduire le risque d'infection virale. Alors non seulement ça réduit le risque d'infection, mais ça réduit surtout la gravité des infections. Pourquoi on n'a pas dit aux Français, prenez du zinc, allez voir votre médecin et voyez avec lui si vous avez besoin de zinc. On peut même doser le zinc dans le sang. C'est dommage qu'on n'ait pas fait ça. Mais ça rapporte rien à personne. Le zinc peut-il donc être envisagé comme un traitement possible contre le coronavirus? Le pharmacien Claude Lagarde a été l'un des premiers en France à en être convaincu. En mars 2020, alors que la France vit la première semaine de son premier confinement, le docteur Claude Lagarde adresse une publication réalisée par son laboratoire à un réseau de plusieurs milliers de médecins pour les sensibiliser sur la pertinence de cet oligo-élément dans le traitement de la Covid-19. Nous avons été les premiers à parler du zinc. Après, tout le monde en a parlé et tout le monde en parle. Mais moi, je n'ai pas inventé le zinc. Il était connu, le zinc. Depuis 50 ans, on sait qu'il est actif sur les maladies virales. Des vieux médecins nous ont appelés en disant « mais de toute façon, tout le monde le sait. Avant, on prescrivait aux enfants des oligo-éléments, du zinc et du cuivre quand il y avait des infections virales. » On a tout de suite vu que les gens qui tombaient, qui étaient malades, étaient des potentiels carencés en zinc. Car ce zinc agit à plusieurs niveaux. Dans cette infection, et dans les infections virales en général, il est capable de bloquer la réplication virale. Ça, c'est très important. C'est publié depuis 50 ans. Aucun n'en a parlé officiellement. Ensuite, il agit dans l'immunité. Il a un intérêt majeur aussi, c'est qu'il va probablement jouer un rôle dans la pénétration du virus dans la cellule. Il peut bloquer à ce niveau déjà la pénétration du virus. Dès que le virus est rentré dans l'organisme, il va créer des petites blessures dans le poumon. Il rentre par les voies respiratoires dans le poumon. Et il va créer des petites fissures, des blessures. Et si on a suffisamment de zinc dans nos cellules de proximité, on va cicatriser, on va enrayer le processus en plus, puisqu'on bloque la réplication virale, et ça se termine. On a démontré que le zinc interfère avec la division du virus. Donc pour moi, le zinc devrait faire partie majeure de la stratégie de prévention et de traitement du Covid. Dans plusieurs schémas thérapeutiques qui intégraient l'azithromycine et l'hydroxychloroquine, on a remis le zinc qui est en fait l'élément clé. On sait que certaines choses qui avaient été sous-estimées, comme le zinc par exemple, jouent un rôle dans la sévérité. Les gens qui ont une pathologie sévère ont des taux de zinc qui sont beaucoup plus bas que les autres, à côté d'autres données qui avaient été décrites dans la littérature. Je me rappelle de ce médecin new-yorkais qui avait eu 250 patients chez qui il avait donné de l'hydroxychloroquine et du zinc, il n'a eu aucun mort. Intéressant de savoir que l'hydroxychloroquine fait rentrer le zinc dans la cellule. Et une fois que le zinc rentre dans la cellule, qu'on a des taux élevés, le virus ne sait plus se diviser et donc il meurt. À travers le monde, d'autres observations confirment que le zinc pourrait être un élément clé des protocoles à base d'hydroxychloroquine. La grande étude qui a été publiée par les médecins de New York a montré qu'en plus du protocole Raoult, hydroxychloroquine, azithromycine, ils ont rajouté du zinc.
Alors, ils ont eu d'excellents résultats. Même constat pour le docteur Cardillo à Los Angeles, qui est intervenu sur la chaîne américaine ABC pour confirmer que le traitement à base d'hydroxychloroquine ne fonctionne de façon optimale qu'avec du zinc. L'analyse du traitement à l'hydroxychloroquine, c'est qu'il ne fonctionne que lorsqu'on l'associe au zinc. L'hydroxychloroquine ouvre la voie au zinc, qui pénètre dans la cellule, puis bloque la réplication du virus. Vous prescrivez donc le zinc et il est efficace pour les malades de la Covid-19 ? Chaque patient à qui je l'ai prescrit était à la base très malade et au bout de 8 à 12 heures, il n'avait plus aucun symptôme. Récemment, une étude, et ça a été rapporté en congrès, a montré que les patients qui avaient un taux de zinc bas, qui avaient été hospitalisés, avaient 2,5 fois plus de risque de mourir que ceux qui avaient un taux de zinc normal. Mais on n'en parle pas, ça. Vous avez entendu parler du zinc? Non. En prévention, l'efficacité du zinc est tout aussi avérée, notamment pour les personnes les plus fragiles. Et cela dans l'indifférence générale des autorités sanitaires qui semblent ignorer les bienfaits de cet oligo-élément fondamental. On sait aussi, par des études épidémiologiques, que dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, les gens âgés sont carencés en zinc à 50%. 1 sur 2 est carencé en zinc. Parce qu'ils mangent peut-être un peu moins bien, qu'ils assimilent moins bien au niveau intestinal. C'est beaucoup. Donc à eux, on pourrait en donner systématiquement. Et on aurait moins de besoins médicaux et médicamenteux pour les traiter, toutes ces personnes âgées qui sont suivies par des médecins régulièrement. C'est très facile de donner du zinc, même presque gratuitement dans les maisons de retraite. On n'en parle pas, je ne sais pas pourquoi. On préfère vendre des médicaments chimiques très chers. Parce que peut-être les scientifiques d'aujourd'hui sont des jeunes générations et n'ont pas connu, il y a 30 ans, les publications sur le zinc. Tout est publié, tout existe. C'est incroyable. Incroyable que les comités scientifiques ne connaissent pas le zinc. Les grands spécialistes hospitaliers, et donc en particulier les experts qui ont géré cette crise, n'ont absolument pas cette culture. La seule prévention qu'ils connaissent des maladies infectieuses, ce sont les vaccins. Parce que pour eux, c'est la seule piste qui ait prouvé une efficacité. Mais c'est faux. On a des études sur le reste. Mais elles ne sont pas assez puissantes ou elles ne concernent pas un médicament bien précis. Donc, ils ne veulent pas le prescrire. Une autre molécule naturelle a obtenu des effets impressionnants pour soigner les patients gravement atteints par le coronavirus. La vitamine C. Les injections de vitamine C ont démontré, études scientifiques à l'appui, une réelle efficacité contre les infections respiratoires et sur les patients victimes de septicémie. Vous allez comprendre pourquoi de plus en plus de médecins sont convaincus que les patients hospitalisés pour le coronavirus devraient recevoir immédiatement des injections de vitamine C. Mon grand-père pharmacien ne connaissait que 2 médicaments, la vitamine C et l'aspirine, pour se soigner de toute pathologie virale. La vitamine C se devrait d'être remise à l'honneur. La vitamine C, c'est un élément qu'on connaît depuis peut-être un siècle comme stimulant immunitaire. 1 gramme, 2 grammes de vitamine C, déjà, on sait que ça a une action sur notre immunité. Et la vitamine C, elle a un avantage. Vous ne pouvez jamais faire d'excès. Vous ne pouvez jamais avoir un effet secondaire parce que vous avez pris trop de vitamine C. Parce que c'est une vitamine qu'on appelle hydrosoluble. Donc si vous en prenez trop, elle va repasser dans les urines, c'est pas grave, vous risquez rien. Mais pendant qu'elle passe dans le corps, elle agit. Et donc les fortes doses de vitamine C pourraient être efficaces. Chez un patient qui est complètement diminué en antioxydants, la vitamine C va très rapidement éteindre les incendies. C'est un antioxydant puissant. Elle protège tout ce qui est la phase aqueuse du corps, donc l'intérieur des cellules. Donc cette vitamine C est une barrière et un protecteur majeur des cellules contre les attaques des oxydants. Et également, les globules blancs en ont besoin pour ne pas exploser quand ils arrivent sur le champ de bataille. Dans certaines maladies, la vitamine C nécessite d'être apportée à forte dose. Il n'est pas très facile de prendre par la bouche de fortes doses. Et on a depuis longtemps déjà imaginé la possibilité d'injecter la vitamine C, ce qui va booster l'organisme. Face au coronavirus, les injections à haute dose de vitamine C auraient peut-être pu sauver la vie de nombreuses personnes gravement atteintes. Ce traitement bon marché et sans aucun danger n'a pour autant trouvé aucun écho dans les médias. Le docteur Pierre Corry est spécialiste de la médecine de soins intensifs aux États-Unis. Il appartient à un groupe constitué de 5 experts, tous rassemblés autour du professeur Marik, l'un des pionniers de l'utilisation de la vitamine C en injection. Le docteur Corry nous a reçus chez lui à Madison, dans le Wisconsin, pour nous raconter comment il a découvert ce traitement
et pour partager avec nous les incroyables résultats des injections de vitamine C sur des patients admis en soins intensifs pour le coronavirus, et cela dans l'indifférence générale des autorités sanitaires. Le travail que j'ai fait avec la vitamine C, ou ce que j'appelle l'acide ascorbique, est basé sur la découverte qu'a faite mon ami et collègue le Dr Paul Marik. Des études déjà publiées avaient montré que des doses élevées d'acide ascorbique en intraveineuse seraient très bénéfiques pour traiter les patients atteints de choc septique. Il a essayé sur 2 patients extrêmement malades qui s'étaient présentés à son hôpital et il a décrit que leur état physiologique s'était amélioré de façon très soudaine et abrupte. Cela l'a donc fortement intéressé et il a mené une étude dans laquelle il a traité la 50aine de patients suivants qu'il a reçus qui souffraient d'infections sévères et il a remarqué à chaque fois que ces patients se rétablissaient du jour au lendemain. Il a donc publié son expérience avec ces 50 patients en la comparant avec les 50 patients qu'il avait traités avant eux, sans utiliser la vitamine C en intraveineuse. Et ce qu'il a montré, c'était une diminution spectaculaire du taux de mortalité. Une grande quantité de patients survivaient avec beaucoup moins de défaillance des organes. Ils n'avaient pas d'insuffisance rénale, ils n'avaient pas besoin de dialyse. Je n'avais jamais entendu parler d'un médicament capable d'améliorer le taux de survie des patients de façon aussi significative. Impressionné par les résultats obtenus par le Dr Marik, Pierre Kory décide d'appliquer son protocole. J'ai essayé cela sur un patient qui venait d'arriver dans mon unité de soins intensifs. Il était extrêmement malade, c'était un patient qui n'avait aucun système immunitaire. Comme il était en train de recevoir une transplantation de la moelle osseuse, il avait terminé toutes ses séances de chimiothérapie, il n'avait plus aucun globule blanc et son état se détériorait rapidement. Ce que j'ai vu avec cet homme, c'est qu'en l'espace de 2 ou 3 heures, son état s'est stabilisé. Et au bout de 6 heures environ, ses reins se sont remis à fonctionner, sa tension artérielle s'est normalisée, son état mental s'est amélioré, il a pu parler plus clairement. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, je n'arrêtais pas de penser à lui et à la puissance de ses réactions au traitement. Et quand je suis arrivé au travail le lendemain matin, il était en train de prendre son petit déjeuner en discutant avec sa femme et on s'apprêtait à le sortir des soins intensifs pour le ramener à l'étage où il était normalement. Et depuis ce moment-là, j'ai réalisé beaucoup de travaux dans ce domaine. J'ai mené ma propre étude et je dirais que ce que mon étude ajoute aux publications existantes, ce que j'ai découvert en utilisant cette approche dans mon propre service de soins intensifs, c'est que les effets de la vitamine C en intraveineuse et les réponses qu'elle produit dépendent entièrement du moment où elle est administrée. Il faut l'administrer très rapidement après l'arrivée du choc septique, de préférence aux urgences ou très tôt dans l'unité de soins intensifs. Fort des résultats spectaculaires obtenus avec la vitamine C sur des patients victimes d'un choc septique, les Dr Paul Marik et Pierre Kory vont appliquer leur protocole sur des malades atteints de la Covid-19. Les résultats obtenus confirment leurs prévisions. Puisque nous savons, et c'est la conviction que je partage avec mes collègues, que la vitamine C fonctionne dans les cas de choc septique ou de septicémie, devrions-nous en déduire qu'elle peut fonctionner aussi dans les cas de Covid ou de difficultés respiratoires liées à la Covid? Eh bien oui, absolument. Au stade où j'en suis aujourd'hui, nous avons déjà un essai randomisé contrôlé et un essai rétrospectif qui montrent tous les deux les effets très bénéfiques de la vitamine C à haute dose dans des cas d'insuffisance respiratoire liée à la Covid. Donc je ne comprends pas la décision de ne pas utiliser ce traitement. Il est sans danger, peu coûteux, de nombreuses données montrent qu'il fonctionne très bien sur les lésions pulmonaires comme les pneumonies ou le syndrome de détresse respiratoire aiguë, donc on devrait l'utiliser. L'efficacité des injections de vitamine C est observée aux 4 coins du monde. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, certains médecins snobent ce puissant outil thérapeutique. Selon un article, on a estimé qu'entre 15 et 20% des médecins aux soins intensifs l'utilisaient. Pourquoi n'y en a-t-il pas plus? C'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi et à mon avis, il y a peut-être 3 raisons à cela. Premièrement, il s'agit d'une vitamine. Et par rapport aux vitamines, depuis longtemps, dans la médecine allopathique professionnelle, il y a un énorme parti pris contre les vitamines. Donc, en tant que médecin, promouvoir des vitamines est considéré comme non scientifique et inconvenant. Deuxièmement, il y a un malentendu au sujet de la nature du traitement. Il ne s'agit pas juste de donner quelques comprimés de vitamine C aux patients. Et troisièmement, il y a cette obsession de faire des essais randomisés contrôlés pour apporter des preuves définitives. Et ce qui me tue vraiment, c'est que ces essais existent et démontrent que la vitamine C en intraveineuse a eu des effets bénéfiques sur le taux de survie. Et malgré cela, les médecins continuent de ne pas l'utiliser, parce que l'essai est trop modeste, parce qu'il faut en faire un plus grand, etc. Ce parti pris influence énormément la façon d'interpréter des données pourtant scientifiques.
Si le zinc, la vitamine C ou encore la vitamine D ont démontré qu'ils étaient de réels traitements pour les malades du coronavirus, ils sont aussi, comme d'autres micronutriments essentiels, d'une incroyable efficacité en prévention pour améliorer nos défenses immunitaires. Car plus notre terrain est solide, moins le virus est dangereux. J'ai toujours aimé la formule de Béchamp, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Il n'y a pas un exemple plus beau que la Covid-19 pour illustrer cette phrase. Parce que vous vous rendez compte quand même que le même virus va, chez certains, donner rien, aucun symptôme. Les gens font l'infection sans strictement aucun symptôme, ils ne le savent pas, et d'autres meurent. C'est le même virus. Donc on ne peut pas dire que la gravité est liée au virus. C'est pas possible, puisque si la gravité était liée au virus, tout le monde aurait une maladie grave. Vous voyez, je veux dire, plus ou moins, bien sûr, mais là, ça va de rien à la mort pour le même virus. Donc c'est bien une histoire de terrain. Le microbe n'est rien, le terrain est tout. Et donc, si on stimulait cette immunité de nos patients, est-ce qu'ils n'auraient pas des chances d'être moins malades? Mais à aucun moment, on a dit aux Français, stimulez votre immunité. L'absence de conseils préventifs est d'autant plus délétère que les confinements et la communication anxiogène des autorités ont impacté le moral de la population. Ce qui me rend le plus en colère aujourd'hui dans cette histoire de pandémie, c'est la peur que l'on a introduite chez la plupart de nos concitoyens. Plus que jamais, la pandémie de Covid-19 est active et meurtrière. On a joué avec cette peur, on l'a entretenue et elle est dramatique à beaucoup de niveaux. On le sait tous, le stress fait chuter le système immunitaire. Ceux qui font de l'herpès le savent. Un gros stress, le bouton d'herpès sort. Pourquoi un bouton d'herpès sort? Parce que le système immunitaire a chuté. C'est connu de tout le monde, c'est incontestable. Nos défenses naturelles qui ont besoin d'être remontées parce qu'on est en face d'un virus se trouvaient être au contraire amenuisées, affaiblies par, je dirais, la sinistrose, le catastrophisme, la panique qui se retrouve sur toutes les chaînes de télé, dans tous les médias qui ne cherchent qu'à faire du sensationnalisme. On a vu celui que j'appelle le croque-mort officiel de la DGS, le professeur Solomon, qui venait tous les jours égrener ces chiffres quand même. Enfin bon, c'était redoutable la manière dont il balançait ça. Quand on nous donne le nombre de morts, pourquoi ne pas dire ces gens qui meurent, ils étaient hospitalisés depuis 1 mois et demi. Ces gens qui meurent, ils ont tel âge, ils ont telle comorbidité, ils sont très obèses, ou ils ont... En entretenant la peur dans la population, je pense qu'on a au contraire aggravé les risques sanitaires plutôt que le contraire. Le stress est une agression psychologique, une peur, ou alors elle est chronique parce qu'on pense tous les jours à ce problème de virus. Et le stress met en branle des mécanismes de réponse aux agressions qui a tendance à nous carencer en certains micronutriments, en certaines molécules de la vie. Vous voyez ? Donc le stress concourt à nous carencer en magnésium, en zinc, en d'autres substances minérales essentiellement, mais il nous carence parce qu'il hyperconsomme certains nutriments. Donc si on n'a pas apporté l'équivalent tous les jours dans son alimentation, le stress va nous vider petit à petit de certaines réserves. Stress, isolement, manque de soleil, l'immunité de la population déjà fragilisée n'a en plus pas pu bénéficier de la part des autorités sanitaires de conseils avisés sur les gestes préventifs simples qui lui auraient permis d'optimiser ses défenses naturelles. Le professeur Toussaint l'a très clairement dit dans plusieurs de ses interventions. Interdire aux gens de sortir et leur interdire de faire du sport est une aberration scientifique. Parce qu'on réduit leur immunité alors que le sport augmente l'immunité. L'Angleterre n'a pas non plus été exemplaire face à la première épidémie. Mais quand son Premier ministre, Boris Johnson, a été admis en soins intensifs après avoir été frappé par la Covid-19, il a compris l'importance de faire de la prévention. En juillet 2020, il intervient publiquement pour recommander aux Britanniques de perdre du poids dans le cadre d'un plan de lutte contre l'obésité. Perdre du poids est très clairement l'un des meilleurs moyens de réduire les risques liés au coronavirus. Des mesures radicales ont été prises au plus haut niveau pour sensibiliser la population britannique sur les conséquences délétères de l'alimentation transformée, comme par exemple interdire aux supermarchés de promouvoir des articles considérés comme étant de la malbouffe
ou encore interdire les publicités télévisées pour les produits riches en sucre avant 21h. En France, pas un mot. Le sucre, c'est une catastrophe. Arrêtez de manger du sucre. Il y a du sucre partout. Et dans 70% des cas, vous mangez du sucre, vous en rendez même pas compte. C'est quelque chose d'épouvantable pour l'immunité, pour la peau, pour tous ces genres de choses. Aujourd'hui, sur la planète, c'est le sucre qui tue le plus de gens, et de loin devant toute autre maladie, y compris les virus. L'excès de sucre vous intoxine sur plusieurs années. Vous finissez diabétique, hypertendu. Le sucre est hyper consommé, beaucoup trop. Or, on a montré que si on énumérait, comme on le fait pour les victimes du SARS-CoV-2, le nombre de morts par jour, eh bien les gens seraient absolument paniqués à avoir une canette de coca, puisque on sait que, et ça a été une étude sérieuse publiée par l'université de Stanford, le département d'épidémiologie, que le sucre mondialement tue une personne par seconde dans le monde. Une personne par seconde dans le monde. Et bon, donc ça fait plusieurs liés par jour. Hein. Et ça, on n'en parle pas. Donc vous devez savoir que, notamment au niveau des communautés européennes, l'industrie du sucre dépense 3 milliards de dollars par an pour le lobbying, pour ne pas que des décisions contre les industries qui mettent du sucre prennent des décisions, notamment pour l'étiquetage. Quand on vous dit ça, vous avez tout compris. Hein. Face au coronavirus, une bonne hygiène alimentaire peut faire toute la différence. C'est ce que le docteur Asim Malhotra a déclaré dans le journal European Scientist. Le grand public doit être informé immédiatement qu'il lui faut réduire le sucre, les glucides transformés et la malbouffe, et se mettre à consommer des produits bruts, riches en légumes, fruits, noix, graines, avec beaucoup de protéines, de légumineuses, de poissons, viande, œufs, pour améliorer sa santé en quelques semaines et l'aider à se protéger contre le nouveau coronavirus. Pourquoi ne conseille-t-on pas aux gens de se prémunir, de leur donner des conseils alimentaires pour prévenir des désordres et des pathologies? Eh bien, je pense tout simplement parce que dans les études de médecine, on n'apprend pas la santé aux futurs médecins. On leur apprend à faire des beaux diagnostics en s'aidant d'explorations coûteuses, souvent des radios, des analyses de laboratoire, des scanners, etc. Et on arrive à des diagnostics, mais avec un diagnostic, on a un traitement dont le médecin, il pense que son rôle, c'est de diagnostiquer et de traiter. Alors qu'il devrait être la première personne qui s'occupe de prévention. 400 ans avant notre ère, Hippocrate, le père de la médecine, disait « Que ton alimentation soit ta première médecine ». Depuis, la biologie et la technologie sont passées par là et ont permis d'observer que chaque rouage du système immunitaire fonctionne grâce à des nutriments particuliers que notre alimentation est censée nous apporter. Ainsi, armé avec de bonnes munitions, notre système immunitaire dispose de l'arsenal idéal pour combattre une multitude de menaces telles que les bactéries, les champignons, les parasites ou encore les virus. Puisque l'intestin contient 60% de nos cellules immunitaires, vous comprenez bien que l'alimentation joue un rôle majeur sur notre immunité. Seulement de nos jours, l'alimentation est souvent trop riche en calories et trop faible en nutriments essentiels, même lorsque l'alimentation est équilibrée. C'est pourquoi pour de plus en plus de professionnels de la santé, la micronutrition apparaît comme une solution préventive particulièrement efficace contre les virus. Notre organisme est une véritable usine chimique qui fabrique des hormones, des anticorps, des quantités de molécules, des tissus, du muscle, des organes. Donc, tout se fait par de la chimie interne, ce qu'on appelle la biochimie. Et cette biochimie nécessite des substances que nous devons manger absolument. Donc protéines, acides aminés, acides gras polyinsaturés, vitamines, toutes les vitamines, oligo-éléments, qui sont des catalyseurs. Sans eux, les milliards de réactions chimiques dans l'organisme ne peuvent pas bien se réaliser. La micronutrition, c'est un moyen de restaurer le bon fonctionnement de l'organisme. C'est d'apporter donc des nutriments à l'état de trace, parce que c'est micronutriments pour corriger ces défaillances. La plupart de mes patients ont des carences sévères en oméga 3, des carences en sélénium, en vitamine D. Je me rappelle de ce patient qui a un cancer du pancréas, qui est venu me voir parce qu'il est désespéré, parce que, en fait, quand on vous dit que vous n'avez plus que pour 3 mois à vivre, soit vous acceptez, vous allez faire votre testament, soit vous essayez de voir s'il n'y a pas une alternative. Et ce patient, à qui on avait dit vous êtes inopérable, a voulu quand même faire autre chose. Son bilan nutritionnel était catastrophique, on l'a corrigé. Il a pu, avant une chimiothérapie, la tumeur a régressé, on a pu l'opérer et il est en rémission complète.
Et donc, l'approche est très efficace lorsque vous adressez le patient comme personne unique et que vous envisagez tous les nutriments et que vous corrigez de manière personnalisée. Et quand vous faites ça, vous avez des résultats remarquables. La situation des maisons de retraite, ou comme vous appelez en France EHPAD, est assez révélatrice et caricaturale de la situation de société. Les personnes âgées, en moyenne plus de 80 ans, ont été les premières victimes et restent les premières victimes de cette infection à virus SARS-CoV-2 Covid-19, ce qui est révélateur de leur état micronutritionnel détestable et complètement carencé. On a des moyens efficaces qui sont de corriger le taux de vitamine D, le taux de zinc, le taux d'antioxydants. Et c'est ça qui est un peu interpellant. Pourquoi, alors que cela est connu, est-ce qu'on ne le propose pas aux patients ? Cette omerta s'exerce également sur les nombreuses autres solutions naturelles à notre disposition. C'est le cas notamment des traitements fondés sur les extraits de plantes et les principes actifs naturels, plus communément appelés la phytothérapie. La plupart des médicaments ont été aspirés à partir des plantes. Le problème, c'est que les plantes ne sont pas vénales, n'ont pas breveté leurs inventions. Donc, que fait Big Pharma ? Elle prend la molécule, elle la modifie, elle la rend unique, elle la brevette et elle peut la vendre au plus haut prix puisque elle est protégée. La phytothérapie, c'est une stratégie merveilleuse que moi j'ai découvert à travers les malades. J'ai pas appris ça à l'école de médecine, bien entendu. Le gouvernement chinois, quand il y a eu le Covid, ils ont été intelligents. Ils ont vu qu'ils étaient un peu débordés au début. Bon, certes, ils ont trouvé l'hydroxychloroquine en cours de route, mais ils ont fait appel à la médecine traditionnelle chinoise et que ont donné les médecins chinois ? Beaucoup d'artémisia. Ça a marché. Après, ça a été exporté en Afrique. Ça a marché remarquablement. On s'est moqué du président de Madagascar et d'autres pays qui avaient de l'artémisia partout dans les écoles. Il n'a pratiquement pas eu de Covid, il n'a pratiquement pas eu de mort. Il y en a d'autres. Scutellaria a prouvé son efficacité sur le coronavirus lui-même. Son efficacité, je dis bien en prévention. Ça ne guérit pas la maladie, mais en prévention, on a une réduction des infections à coronavirus grâce à Scutellaria. Beaucoup d'extraits de plantes ont un intérêt parce que ce sont des molécules qui vont limiter l'inflammation. Boudée, voire discréditée par une bonne partie du monde médical et scientifique, la phytothérapie mérite pleinement de retrouver ses lettres de noblesse. Le 19 septembre 2020, l'Organisation mondiale de la santé a approuvé la mise en place d'un protocole pour des essais cliniques concernant les traitements de phytothérapie pour la Covid-19. Les débats scientifiques sur l'artémisia, les margousiers ou encore la vernonie pourraient ainsi retrouver leur place légitime. À côté de la phytothérapie, vous avez l'aromathérapie. Vous avez le plus grand antiviral probablement que la nature ait créé, qui est Ravinsara. Cette huile essentielle qui vient de Madagascar est d'une puissance extraordinaire. Et on a des publications claires là-dessus. C'est un antiviral puissant qui touche justement beaucoup les virus, on va dire des familles du coronavirus, et c'est un immunostimulant. Le Ravinsara est en effet une huile essentielle emblématique de l'aromathérapie. Son efficacité sur les virus est bien connue du grand public. Pour preuve, elle a été en rupture de stock pendant plusieurs semaines en France durant l'épidémie. Le domaine de prédilection des huiles essentielles, c'est l'infectiologie. Donc, toute pathologie qui aura généré ou qui va se marquer, se traduire par une infection, que l'infection soit bactérienne, fongique, parasitaire, virale. Le secret de l'efficacité d'une huile essentielle réside dans le fait qu'elle est constituée d'innombrables molécules, augmentant ainsi son champ d'action et son efficacité face aux intrus. Cette spécificité fait de l'aromathérapie une discipline très prometteuse pour résoudre l'un des défis sanitaires majeurs des années à venir, l'antibiorésistance. Selon l'OMS, d'ici 2030, les antibiotiques ne seront plus efficaces sur bon nombre de bactéries, avec des conséquences catastrophiques pour notre santé. Dans le monde, on parle de plus de 500 000 décès rattachés à ce phénomène d'antibiorésistance. C'est un défi incroyable pour le monde pharmaceutique qui n'est plus parvenu, sur ces 15 dernières années, à créer un nouvel antibiotique innovant qui aurait pu détruire le microbe. Et il n'y a pas de réponse actuelle. Si, il y en a une, bien sûr. En mélangeant une huile essentielle avec un antibiotique, on rend à l'antibiotique son efficacité sur le microbe qui lui résistait précédemment, parce que l'huile essentielle a été ouvrir des portes dans le biofilm dans lequel le microbe se sentait réfugié comme entouré d'un rempart. Et c'est ça
que l'huile essentielle offre. Maintenant, l'huile essentielle choisie a elle-même une activité antibactérienne qui lui permet de ne pas être simplement un ouvre-porte à l'antibiotique. Les mécanismes d'action des huiles essentielles sont nombreux, ce qui en fait des armes particulièrement utiles contre les nouvelles menaces comme le coronavirus. Chaque classe de molécules composant les huiles essentielles peut avoir une activité différente sur le virus. On va par exemple détruire l'enveloppe du virus et le virus forcément va mourir. On peut attaquer son ADN, son ARN et donc forcément provoquer la mort du virus. On peut aussi empêcher que le virus n'adhère à la paroi de la cellule pour pénétrer la cellule et créer la pathologie. Pourtant, malgré toutes ces actions avérées pour faire face aux microbes et aux virus, l'aromathérapie est régulièrement discréditée dans les médias, particulièrement durant l'épidémie de coronavirus. Pourquoi un tel discrédit alors que dès 2008, on savait qu'une huile essentielle, le laurier noble, avait une activité in vitro contre le virus SARS-CoV, responsable de l'épidémie de SRAS en 2003. Pourquoi ne pas avoir immédiatement testé les huiles essentielles contre le SARS-CoV-2 ? Nous nous heurtons à un scepticisme d'un monde médical qui ne peut pas croire que ces huiles essentielles aient un intérêt thérapeutique. Si vous ne pouvez pas breveter une molécule, vous ne ferez jamais d'études dessus. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'études sur la phytothérapie. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'études sur l'homéopathie. C'est pour ça que l'hydroxychloroquine n'a pas été mis en avant. Si on parle de l'hydroxychloroquine, si on parle de la colchicine, si on parle d'autres molécules naturelles ou synthétiques comme la vitamine C, cela ne fait pas vivre les actionnaires de l'industrie pharmaceutique. Et pour l'industrie pharmaceutique, il faut du nouveau. Et l'innovation, cela se paye cher. L'épidémie de la Covid-19 a révélé les failles de notre système de santé. Le modèle économique de l'industrie pharmaceutique basé sur des nouvelles molécules vendues à prix d'or a révélé ses limites, ses dangers, mais aussi ses dérives. Notre santé, notre bien le plus précieux, est à la merci d'un écosystème où la santé des actionnaires prévaut sur celle de la population. Cette crise pandémique constitue une opportunité sans précédent pour qu'individuellement nous reprenions notre santé en main et que collectivement, nous nous unissions pour changer de paradigme afin que les solutions naturelles retrouvent leur lettre de noblesse. Ceci afin que le bien-être et la santé du patient soient au centre de toutes les priorités. Pour réformer le système de santé, il faudrait vraiment séparer le monde de l'argent et le monde des médecins, faire un coup de balai dans toutes les agences d'évaluation, avec des vraies évaluations pour le coût des conflits d'intérêts de chacun. Déjà, ce serait une bonne base pour repartir. La santé, c'est le fondement du bonheur. Et je veux bien parier sur les futures générations de pharmaciens et de médecins qui, avec un retour au manger sain, au vivre sain, il y aura une volonté de se soigner sain. Je pense qu'il faut du bon sens dans la vie. Et la médecine est un art et pas une science. Nous sommes tous différents. Et c'est là que le médecin traditionnel, qui a de l'expérience, est fondamental. Les origines de la santé, c'est quoi? C'est avoir un tube digestif qui fonctionne bien, d'avoir un bon microbiote, d'apporter à notre système immunitaire les justes molécules en proportion en qualité qui lui permettent de réagir de manière efficace. Parce que lorsque ce système immunitaire est normal et alimenté correctement, c'est un système d'une efficacité remarquable. Nous sommes dans une médecine intégrative. On ne veut pas avoir notre seule vérité. On a notre vérité, comme d'autres ont leur vérité, et ensemble, en nous associant, nous serons tellement plus forts, tellement meilleurs pour la santé du patient. En conclusion, vraiment, je veux insister sur cette notion de diversité. Réellement, je crois qu'à la fois les décideurs, les experts, le grand public, mes confrères doivent comprendre que rien n'est plus riche que notre diversité et que la pensée unique n'a rien à faire en médecine. Et réellement, je crois au plus profond de moi que la pensée unique, c'est la mort, la diversité, c'est la vie. Donc je veux vraiment que tous ensemble, on choisisse la vie.